Aujourd'hui à l'émission, c'est une journée à l'extérieur, tout en loisir. Nous débutons en allant faire du canot dans un labyrinthe d'eau chez Eco Odyssey et ensuite nous allons faire du go-kart chez Amigo Karting. Mais pour ça, on a beaucoup de route à faire, alors allons-y. Ça va super bien, j'ai vraiment hâte d'aller faire du canot, d'aller explorer vos labyrinthes. Parfait, moi, on va vous présenter ma famille. Je suis le patriarche, Michel, mon fils Olivier, ma compagne depuis 40 ans, Daniel, et Amélie, notre fille la plus vieille. Donc là, on s'en va. C'est un belvédère où on voit presque tout le marais. Puis c'est une super belle place pour faire une entrevue. Tu vas aimer ça, tout le monde va aimer ça. Donc, qu'est-ce que Eco Odyssey? C'est quoi ce beau parc nature? Dans le fond, le parc nature Eco Odyssey, cette année, offre principalement des balades dans notre labyrinthe d'eau, qui est le labyrinthe d'eau possiblement le plus grand au monde. 65 intersections, 6,5 km de canaux d'eau. Tu peux le faire en canot, en pédalo, en planche à pagaie. Si tu veux découvrir les milieux humides du Québec, c'est la meilleure place pour découvrir ça. Le monde rentre là-dedans et ils sont comme « Wow, c'est beau ». Le monde vient une première fois juste pour découvrir c'est quoi l'environnement. Après, il y avait une deuxième fois pour faire nos autres expériences qui éduquent la population sur la nature. Comment observer les oiseaux, comment observer les canards, comment les identifier. Fait que, Parc Nature Eco Odyssey, c'est un parc de découverte sur la nature. Et l'année prochaine, on a d'autres projets qui s'en viennent. Mais principalement, là, le marais, en réalité, c'est une grosse étang de castor. C'est ça que c'est. Parce que quand j'ai creusé ça, ce marais-là, il n'y avait pas d'eau. Il y avait un petit ruisseau intermittent, là, puis c'était tous des champs agricoles mal drainés, pas bons à grand-chose, avec une problématique de castor dedans. C'est-à-dire, quand on connaît ça un peu, si le castor il aurait fait 5 barrages là-dedans, il aurait levé à peu près 15 à 20 pieds d'eau. Puis on sait tous que quand un castor construit un barrage, c'est sûr qu'il va défoncer. Puis je ne peux pas me permettre ça ici. Si un barrage de même défonce, le 366, il n'aura plus. Mais moi, j'ai entendu dire que vous étiez vraiment l'expert des castors, puis que vous aviez même été une référence pour un film. Bon, on a passé dans Nature of Things, David Suzuki. OK. Moi, je travaille dans le parc de Gatineau, ça fait 40 ans, sur la problématique des castors. On l'a aménagé. Au début, on travaillait beaucoup sur la population. Et par la suite, quand l'ère des biologistes sont arrivés, on a commencé à travailler sur l'habitat. Quand tu contrôles l'habitat, tu n'as plus besoin de toucher beaucoup à la population, parce que ça se contrôle seul. Fait que dans le parc de Gatineau est en avance beaucoup sur, on pourrait dire, le plus aménagé sur la planète. On a 250 drains avec une cinquantaine de pré-barrages. C'est assez technique, là. Mais en réalité, on a dans le parc de Gatineau 180 places qu'il faut opérer. Je gère à peu près 600 barrages dans le parc. Quand vous dites gérer un barrage, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ça dépend. Des fois, on les défait. OK. Puis la plupart du temps, quand on a des aménagements, les aménagements, ça a un cycle de vie. C'est-à-dire que des fois, les entrées d'eau, il faut changer de place à cause des sédiments. C'est tout séquentiel, mais quand on en as 250, il faut que tu les visites 2 fois par année. Déjà là, ça prend du temps. Mettons, si je ne ferais pas l'ouvrage que je fais dans le parc, tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas dans le parc. C'était aussi simple que ça. Ça serait inondé? Les chemins seraient coupés. C'est essentiel. Puis si on revient un peu à l'histoire du castor au niveau de quand on est arrivé, nous, les Blancs, au Canada, la première ressource qu'on a enlevée du continent, c'est les castors. C'est la première qu'on a enlevée. Puis, ce mode-là a duré 300 ans. Fait que, tu sais, quelqu'un, un cultivateur, un bûcheron, voyait une grugeuse de castor, il lâchait tout ça, puis il allait pogner le castor, parce que ça valait beaucoup d'argent. De donner juste une idée de prix, après qu'ils ont fait pendant 10 ans, ils ont arrêté le castor, ils ont fait des réserves. Par la suite, quand ils ont ouvert ça, en 1950, ça valait 50$ une peau de castor. Ben, là, en argent d'aujourd'hui, c'est à peu près 600-700$. Wow. Mais tu sais, aujourd'hui, ça vaut 10$, un castor, 20$. Puis, vous savez, comme le piégeage, qui est le piégeage d'animaux à fourrure, c'est rendu folklorique, il n'y a plus de monde qui font ça, là. Parce que c'est mal vu, il y a toutes sortes de choses, on ne s'étendra pas là-dessus. Fait que lui, il est revenu.
Là, le castor, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien sûr, ça va dans un ruisseau, fait des barrages. Nous autres, quand on a traversé les ruisseaux, on a mis un caniveau, on a rapetissé le ruisseau, passe dans le caniveau. Le stimulus est là, le castor arrive, fait son barrage dedans. Puis là, ça inonde le chemin. Ouais. Puis ça, c'est fréquent. Fait que c'est une problématique. Fait que si moi, ce que j'avais comme problématique, c'était plutôt que le barrage s'effondrerait et il flooderait le chemin. Fait qu'au lieu de faire ça, j'ai dit, bon, ben, on va emménager ça. Puis on sait qu'un étang de castor, c'est très commun. Il y en a beaucoup. Très peu accessible. Tu le bois sur le bord, tu rentres pas dans l'étang, à moins que tu aies des cuisards de ski, puis en canot, pas encore là. Là, on l'a fait comme ça, mais là, tu y vas en costume de bain. C'est une affaire qui est à préciser, qui est bien mal fun. Parce que moi, quand j'ai creusé, il n'y avait pas d'eau. Après ça, j'étais sur le bord de la rivière, j'ai collé les castors, j'ai dit, faites-moi un barrage là. Ils sont venus, ils ont fait un barrage, ils ont levé 6 pieds d'eau. Puis ce temps-là, on a de l'eau. Et ensuite de ça, tout le monde qui vient dans un marais, première idée qu'il y a, puis tu te dis, ah ouais, cette idée-là, il va y avoir plein de mouches. C'est vrai. Hein? Bien, c'est le contraire. Parce que, vous savez, en nature, les zones les plus productives, c'est le bord de l'eau. 30 premiers pieds à l'eau, puis le bord de l'eau. Ici, sur 50 acres, j'ai 12 km de berge. Fait que, de la grenouille, il y en a des millions, des libellules, énormément, c'est surtout la grenouille, et on a des chauves-souris et tout. Fait que, dans le marais, les insectes piqueurs naissent là, ils ont presque rien à manger. Canard, c'est dur à piquer, castor, ils ont juste le bout du nez, ainsi de suite. Et ils se font manger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Ils quittent. Puis dans le marais, tu vas te promener là-dedans, même d'un gros temps de mouche, il n'y en a pas. Tu rentres dans le bois, il y en a. C'est un phénomène naturel, en fait, qui s'est créé par lui-même. Puis c'est étonnant, là. C'est étonnant. Vas-y. C'est le genre d'explications qu'on donne ici. Le monde vient ici, pose des questions, puis on en connaît sa nature. Fait que ça fait partie aussi de l'expérience de relation client qu'on fait comme « Hey, tu viens en nature, tu veux savoir pourquoi il n'y a pas d'insectes piqueurs? » On te l'explique. On l'explique à tous nos employés. Si le monde pose des questions, on répond. Pourquoi vous avez décidé de vous installer ici? Et votre passion également pour les castors? Bon, on va faire une histoire courte. À un moment donné, je suis arrivé. Moi, j'avais une terre en arrière, 250 acres. Puis je faisais plusieurs fois, je regardais ce terrain-là qui était à personne. On ne savait pas c'était à qui. Ça appartenait à une compagnie d'assurance. J'ai fait des offres. Puis à un moment donné, je l'ai acheté en 95, juste avant le référendum. Ça appartenait à des Ontariens, fait qu'ils ont voulu s'en débarrasser. Et suite à ça, quand je suis arrivé là, puis j'ai vu ma placière inondable, j'ai dit, ouais, je pourrais faire de quoi? M'essayer quelque chose. Parce que les canaux que j'ai creusés, là, les castors, c'est ce qu'ils font. Quand ils arrivent dans un nouvel habitat, ils creusent des canaux de même, dans le fond. Quand l'hiver vient, puis la neige, bien là, ils s'en allent dans leur chemin, puis ils se promènent partout. C'est exactement la même affaire qu'ils font. Okay. J'ai fait un peu pareil. Puis par la suite, j'ai fait damer ça. Ça, je savais qu'ils reviendraient parce que la place est problématique. Fait que, ils vont venir. J'ai aménagé pour pas que l'eau lève. Fait qu'au lieu d'avoir 5-6 barrages, j'en ai 2. Aménagé qui contrôle le niveau de l'eau. Puis là, ça a créé l'habitat qui était là. Puis c'est très, très riche en habitat. Sauf que le monde s'en vient ici. Puis ils ont des attentes. On est un parc naturel. On n'est pas un zoo. Dans nos aventures qu'on présente, on essaie de développer les regards des gens. Pour comment faire pour voir des indices, voir des animaux dans le bois. Tu sais, si tu ne te promènes pas en regardant de même, il faut que tu regardes. Tu as une manière de regarder en forêt. Puis c'est ça que nos aventures font quand tu ramasses des indices, ces affaires-là. Puis quand tu te promènes au niveau de l'eau, tu es au même niveau que les animaux d'eau. Ça veut dire que tu n'es pas debout de ce que tu vois loin. Là. Tu vois le bord de l'eau, c'est tout. Là. Fait qu'il faut que tu saches repérer ça. Pour te donner une idée, écoute bien, il y en a bien que les castors, puis les rats musqués, puis tous les animaux qui sont dans le marais, sont habitués au pédalo. Ils n'ont pas peur de ça. Fait que castor, lui, il va être assis à un pied du bord de l'eau, là. Il va dormir là toute la journée, puis je ne bordera pas des balles de l'eau pantoute. Puis c'est arrivé, la madame a passé à côté d'un castor, il est là, il dort. Elle circule, elle pose. La première chose, il dort. Deuxième, il lève la tête. 3-4 photos plus tard, il se rebaisse, puis il dort. Il était à peu près à 3 pieds du castor, là. Mais c'est une super belle expérience parce que de nos jours, on perd ça. On est tellement connectés sur nos cellulaires qu'on perd le fait d'observer en fait la nature, de regarder vraiment au sol, comme vous dites, on a la tête en l'air puis on oublie ça. Puis la première chose que tu as à faire à apprendre en nature, si tu veux protéger quelque chose, c'est faut que tu sois capable de l'identifier. Si tu es capable de l'identifier, tu ne le protégeras pas, tu vas même le détruire sans le savoir. Puis c'est comment identifier. Ça veut dire qu'il faut que tu cherches soit dans un livre de référence, soit sur Internet, et ainsi de suite. C'est les premiers, c'est les bases, ça. Pour t'arrives, je connais pas ça, on va chercher c'est quoi, tu sais. Mais c'est ça qu'on essaie de faire ici. Fait que les gens qui viennent ici, il y en a qui ne voyaient rien, là. Okay, ils se promènent, puis des fois, ils sont déçus. Puis ils arrivent, ouais, mais on pensait voir des choses. Bien, toi, si tu ne l'as pas vu, il y en a bien qui t'ont vu, là. Tu sais, parce que tu n'as pas appris à regarder comme il faut, là. C'est souvent ça. Fait que quand le monde vient ici, ces attentes-là, on essaie de les expliquer que c'est un milieu naturel. Moi, j'ai déjà eu 9 castors là-dedans, puis le printemps suivant, ils sont tous partis. Il y en est revenu 4.
à peu près à mi-juillet. Mais ils sont partis. Comme, tu sais, les castors, ça migrent le printemps, puis ça migre l'automne. Fait qu'ils sont partis. Comment que la famille est venue s'impliquer également dans le projet? Ben, au début, c'est-à-dire, on va continuer le vie. Au début, là, il était jeune. Fait qu'il nous a, tu sais, il était encore ici au secondaire, puis au cégep. Puis que, comme bien des jeunes, j'engage bien des jeunes. Après le cégep, ils s'en allaient quasiment tous à Montréal. Fait qu'ils sont partis à Montréal. Mais ils ont travaillé beaucoup à creuser, à préparer des aventures, ainsi de suite. Puis là, Olivier est revenu, il y a 3 ans. Ouais, on va faire. Il y a 3 ans. Il voulait reprendre l'affaire, ainsi de suite. Là, j'ai dit, bien parfait. Fait que là, on a construit un gîte. Puis là, c'est lui qui l'opère. Et par la suite, cette année, ma fille est revenue. Elle qui était en marketing, a travaillé pas mal là-dedans. Ça va nous donner un bon coup de main. Fait que là, la famille est toute réunie. Elle vient de justement déménager dans cette nouvelle maison. Fait que là, on est en train de... Là, vraiment, le cœur de la famille, tout le monde est là pour mettre de l'avant ce parc-là. Peux-tu parler un peu de mon expérience? Parce que, tu sais, je l'ai vu, là. J'ai vu avant, c'est juste des arbres. Il y avait rien. Le premier job que j'ai eu, c'est mon père qui me dit, on va couper du bois, on va le mettre à des places, on va préparer le terrain. J'avais aucune idée de quoi c'était, là. Puis là, au fil des années, on commence à construire. Il me donne la job de commencer à construire le labyrinthe, à creuser le labyrinthe. Ma soeur est impliquée dans le design des expériences, le design du guide d'information. La famille a toujours été impliquée dans l'entreprise. Puis, suite à mes études à l'université en médecine, sciences de la santé, je me suis dit, quelle est la meilleure place pour avoir un impact sur la société? Quel est le meilleur impact que je peux avoir? Puis je regarde l'entreprise familiale, je suis comme, éduquer les prochaines générations à observer l'environnement, puis à comme s'approprier la nature, puis je trouve que l'impact sur les prochaines générations, c'est la meilleure que tu peux pas avoir. C'est vrai. Surtout que l'environnement est rendu comme au cœur de pas mal plusieurs discussions. Je me suis dit, hey, c'est un joyau, c'est vraiment un beau playground pour comme éduquer les prochaines générations à s'approprier la nature du Québec, leur propre nature. Mais moi, ça me donne vraiment envie d'aller découvrir le labyrinthe puis justement d'observer tout ça avec toi. Fait que je pense qu'on est prête pour l'aventure. Moi, je vais juste te donner une dernière affaire, parce qu'on a parlé des enfants. Je vais te parler de ma compagne. Oui. Okay? Parce que ça n'aurait pas été là, on n'aurait jamais été capable de faire ça. C'est elle qui nous supporte. Okay? Ça n'a l'air de rien. Elle a travaillé un peu à Éco, mais c'est tout le background en arrière de ça. Ça n'a l'air de rien, mais les repas, la maison, tout gérer ça, c'est le pilier. La relation client et le contrôle de la qualité. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait une meilleure service à la clientèle que ça. J'ai appris le service à la clientèle avec ma mère, elle sait comment parler aux gens. Fait que là, si t'es prête, on va te lancer à l'eau. Super, je suis prête. On va aller voir les castors, on va aller découvrir les habitats et tout ça. Voir ici, les arbres sont pas pilés, mais ici c'est pilé, puis il y a de la terre sur le côté. La terre sur le côté, c'est souvent les casseurs qui mettent ça, c'est pour marquer leur territoire. Ils mettent ça, ils jettent un genre d'huile qu'on appelle le castarium dans le tas de terre, puis là ils disent ça c'est chez nous, passe pas chez nous. J'ai vu des castoriums, qui est en fait l'endroit que les castors vont, ce qui était vraiment très très intéressant. Olivier nous a vraiment expliqué de long en large qu'est-ce qui se passait vraiment dans le labyrinthe. Ce qui est super intéressant avec le livre, c'est que tu peux vraiment avoir une description de l'animal, puis tu peux toi-même rechercher l'animal que tu vas rencontrer sur ton passage. Donc, il y a des images, puis ensuite, tu as vraiment la description de son habitat, de son style de vie. C'est vraiment une immersion totale dans le labyrinthe, mais également dans l'écosystème. On a vu 2 tortues. 2 bébés petites tortues. Une tortue! Wow! Elle a de l'envers avec sa patte. Je pense qu'elle essaie d'avancer. Même aussi du rouge. C'est la tortue peinte. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle a l'air de se gratter. J'ai passé une super belle journée. Ça m'a permis de reconnecter avec la nature, de vraiment vivre le moment présent, de me promener sur l'eau. C'est paisible, c'est zen. Tu fais juste en profiter. Puis tu passes du bon temps dans un magnifique environnement.
tout juste d'arriver chez Amigo Karting. J'ai mon équipe qui se prépare à l'arrière. Et comme on peut voir, c'est vraiment une super belle piste. Il y a également du rigolfeur. Donc, on va faire ça. Merci de nous accueillir chez Amigo Karting. Bien, je suis bien content que vous soyez ici. Le plaisir est pour nous. Puis en fait, c'est quoi le karting? En fait, ici, on a une variété de karts. On est le seul endroit de la région qui utilise 2 pistes. Donc, on peut avoir des karts pour les adultes et d'autres karts plus familiales sans qu'ils s'entremêlent entre eux. Donc, on a le mini-kart que les enfants peuvent conduire à partir de 8 ans. Ça va environ 20-25 km/h. Par la suite, à partir de 12 ans, ils peuvent conduire le go-kart, qui lui va environ 40 km/h. Donc, on monte de vitesse un petit peu. Puis pour les enfants, à partir de 3 ans, ils peuvent être passagers avec un adulte dans un go-kart double. Donc, ça, c'est très populaire là, auprès des familles, pour les plus petits. Puis sinon, à partir de 16 ans, là, les jeunes adultes ou les adultes peuvent prendre les superkarts, qui vont à peu près à 75 km/h. Donc, ça, c'est beaucoup plus d'adrénaline. Ouais. Puis est-ce qu'en fait, il y a des certaines conditions que les gens qui ne peuvent pas avoir en fait, pour faire du go-kart ou... Bien, en fait, les conditions de base, si on veut, s'il y en a qui ont des problèmes de cœur, problèmes de dos, ces choses-là. Mais à part ça, il n'y a pas besoin de permis de conduire ou quoi que ce soit. Il faut juste être assez responsable pour connaître ses limites. Super. Mais est-ce qu'on peut aller les voir, ces karts-là, les différents modèles? Oui, suivez-moi. À notre arrivée, on a vu que c'est un endroit super beau, super bien entretenu et les gens sont super accueillants. Il y a Justin qui nous attendait, il était super accueillant, il nous a vraiment montré les installations. Donc, je vous parlais tantôt le mini-kart, c'est ceux-là pour les 8 ans et plus. Le siège est ajustable, il peut avancer et reculer. Ceux-là, on en a 8 différents. Donc, pour les parties de fête, c'est excellent. Est-ce que c'est possible de louer une piste pour faire un événement juste familial avec tes gens que tu connais? Ou... Oui, mais en fait, à partir de 10 personnes, vous pouvez réserver la piste. Il faut appeler une semaine à l'avance. Vous faites une réservation, puis si vous êtes 10, vous avez la piste à vous tout seul. Donc, on a souvent des fêtes d'enfants comme ça, où les adultes vont réserver la piste d'adultes, puis on fait un grand prix. Donc, c'est un peu le même style qu'en Formule 1, là, avec des échauffements, qualifications, puis une course. Donc, on sait vraiment c'est qui le vainqueur. Ici, on a le go-kart double, où est-ce que l'enfant peut être passager à gauche, le conducteur à droite. Ce modèle-là, on en a 5. Donc celui-là, spécialement cette année, on a eu beaucoup de demandes, là, étant donné que les familles devaient rester au Québec. On a eu beaucoup de familles. Donc ils ont voulu beaucoup cet été nos go-kart doubles. Puis le passager, en fait, l'enfant qui est à côté, est-ce qu'il y a un petit peu de contrôle ou c'est... Oui, bien en fait, il y a un volant fictif ici, mais il ne fonctionne pas. Là. Il ne peut pas tourner les roues, donc certains ont le sentiment de conduire, mais c'est vraiment tout l'adulte qui a le contrôle. Ça ici, souvent, les enfants, quand ils atteignent l'âge de 12 ans, ils ont hâte d'embarquer dans les plus gros parce qu'ils sont habitués au mini-kart. C'est excellent pour commencer, mais après une couple de fois qu'ils viennent, ils ont hâte d'aller plus vite. Donc, à partir de 12 ans, ils embarquent dans le go-kart. Ceux-là, on en a 12 de ce modèle-là. Puis, ça, c'est le plus puissant? Non, en fait, lui, c'est le plus puissant des familiales, si vous voulez. Mais le plus puissant, c'est lui ici, le superkart 16 ans et plus, qui va à 75 km/h. C'est les plus rapides dans la région. C'est les plus rapides, en fait, que vous pouvez conduire sans cours ou permis de quoi que ce soit concernant la course. 16 ans et plus, ceux-là, on en a une vingtaine, mais on peut embarquer à peu près 16 personnes sur la piste en même temps. Sinon, ça fait trop de gens, trop de collisions, puis c'est moins plaisant pour les pilotes. Donc, on se limite à peu près à 16 sur la piste. Mais là, si on les compare vite comme ça, lui, on dirait qu'il y a moins de protection. Ou je me trompe? Est-ce que tu as l'impression que si tu es dans cette kart-là et que tu te fais rentrer dedans, par exemple, tu vas ressentir plus de brutalité ou c'est juste parce que c'est dans ma tête? En fait, je vous dirais que c'est vrai que lui, il a un peu moins de protection. Mais étant donné que les karts sont toutes bas de terre, c'est toujours dans les bumpers ici qu'on va avoir la collision. Donc, c'est pour ça qu'il y a un bumper tout le tour. C'est certain que ceux-là, c'est 16 ans et plus, il y a une raison. C'est parce qu'il y a plus de risques, c'est plus de vitesse. Pour atteindre ces vitesses-là, on doit diminuer le poids un peu des karts. C'est des moteurs 9 forces. Donc, le poids fait une grosse différence sur la vitesse que le kart va atteindre. Donc, avec un body comme celui-là, si on veut, on ne pourrait pas atteindre ces vitesses-là.
Mais ça reste super sécuritaire, là. Oui, le karting, c'est un sport extrême au niveau des superkarts. Au niveau des karts familiales, c'est beaucoup plus sécuritaire. Ceux-là sont sécuritaires aussi, mais c'est un peu comme un automobile. Vous avez beau avoir l'automobile le plus sécuritaire. Si vous ne faites pas attention, vous ne respectez pas vos limites, vous allez dans le champ, bien, vous pouvez vous blesser. Donc, c'est certain qu'on demande 16 ans et plus justement pour la maturité plutôt que la grandeur des conducteurs. C'est super. Mais là, moi, j'ai jamais vraiment fait de go-kart. Mais j'aurais comme envie de faire une petite compétition avec toi. Tu sais, essayer d'être bonne, puis de... Excellent, mais on va... Je le sens, là. C'est parfait, on va y aller ensemble. Tu me suivras les premiers tours, je vais t'indiquer les lignes de course. Puis ensuite, tu devrais être en mesure de faire un bon temps. Des trucs? Y a-tu des... Il y a plusieurs trucs. C'est sûr qu'avec les années d'expérience, c'est beaucoup de pratique, mais il y a aussi la théorie, là. Souvent, les gens pensent que leur kart va moins rapidement que les autres dans les bouts droits. Mais c'est parce qu'ils prennent mal leur courbe. Donc, la vitesse que tu vas atteindre dans la ligne droite dépend de comment tu sors de ta courbe. Donc, souvent, les gens vont essayer de freiner à la dernière minute, puis ils pensent qu'ils sont plus rapides comme ça, mais ils hypothèquent leur sortie de courbe. Puis ça fait qu'ils font des moins bons temps autour. Parce que vous êtes dans votre courbe environ 3 secondes, puis environ 10-15 secondes dans la ligne droite. Donc, ce qui est le plus important, c'est la ligne droite. Donc, on essaie de faire une bonne entrée pour pouvoir sortir le plus rapidement possible. Un autre truc aussi, c'est de jamais bloquer les freins, surtout pas en tournant, parce que quand on fait ça, on fait des 360, puis on perd le contrôle. Donc, 80-90% de pression sur les freins, c'est l'idéal. Puis on essaie de freiner avant de tourner. C'est pas mal ça, les trucs de base. Après ça, c'est de suivre les bonnes lignes de course avec les apex puis ces choses-là. Mais ça, c'est un peu plus poussé. Donc, on va commencer par la base. On va voir ça sur la piste. Puis par la suite, je t'en parlerai. Super. Allons-y. Excellent. avec Justin, c'est vraiment le fun de faire une course en fait avec quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Donc, il nous a vraiment donné des trucs. Puis, il a vraiment su me mettre à l'aise aussi. Il m'a pas juste lancé sur la piste, il m'a vraiment montré en fait les trucs de base. Bien, quand tu arrives dans la ligne droite, c'est gaz au fond tout le long, jusqu'à temps que tu arrives à la dernière ligne jaune, où est-ce que les karts qui partent sur la piste. Là, tu vas à 90% sur les freins. Ensuite, tu viens prendre la courbe. Tu vois, il y a un pneu qui dépasse à ta droite. Oui, une fois que tu dépasses ce pneu-là, c'est gaz au fond tout le long. Donc, c'est le moment pour accélérer. Puis on essaie de le prendre en attaquant. Si tu regardes où est-ce que tu es, tu vois une ligne droite. Donc, ton kart doit être dans cette direction-là quand tu franchis le pneu au milieu de la courbe. La courbe doit être prise d'une façon spécifique afin de maximiser la sortie pour avoir le plus de vitesse possible dans les stretches après, ce qui augmente la moyenne, donc ce qui fait un meilleur temps. C'est certain que toutes les conditions météo font une différence aussi sur la tenue de route, donc à chaque jour c'est un petit peu différent, mais la base reste la même. Les courbes, c'est vraiment le fun parce que je suivais Justin, j'essayais de suivre en fait ses manœuvres, puis c'était juste le fun. J'avais juste encore une fois le sourire fendu jusqu'aux oreilles tout le long que je coursais avec Justin. Moi, je dis que je coursais, lui, il devait dire qu'il faisait une balade, mais ça va rester entre nous. Elle s'est très bien débrouillée en fait pour partir, elle n'a eu aucun accident, donc déjà ça c'est un gros plus. Par la suite, je pense que c'était la première fois qu'elle faisait ça au départ, donc ça a commencé tranquillement, mais elle était très prudente, donc des conductrices comme ça, on en prendrait à tous les jours. Par la suite, elle s'est améliorée de tour en tour.
Elle a retranché des secondes, puis à la fin, elle était pratiquement 2 fois plus rapide qu'au départ. Donc, très bonne pilote. Sérieux, j'ai eu vraiment trop de plaisir. J'étais dans mon kart, puis il y avait juste le gros sourire tout le temps. Je sais pas, dès qu'il m'a donné les trucs, j'ai vraiment plus de confiance en moi, puis justement de savoir à quel moment fallait plus utiliser les freins ou accélérer, c'était vraiment une très belle expérience. C'est vraiment une activité que je recommande pour tout le monde. C'est une activité familiale que tu peux venir avec tes enfants, que tu peux venir toute seule avec tes amis. Tu peux toi-même repousser tes limites, puis tu peux juste t'amuser avec ta gang. Fait que c'est vraiment une activité que je recommande à tout le monde. On a croisé des familles, on a croisé des plus jeunes, des plus vieux. C'est vraiment un endroit pour tout le monde, puis tout le monde a beaucoup de plaisir. Ils compétitionnent entre eux, puis les gens... En fait, cette piste-là est vraiment le fun parce qu'il y a plusieurs courbes, puis il y a des sections où on peut faire beaucoup d'accélération. Donc, c'est vraiment ça qui est super intéressant avec cette courbe-là. Et qu'il y a 2 pistes également, une pour les plus jeunes et une pour les plus vieux. Donc, il n'y a aucun problème avec ça, aucun stress, en fait, quand on est sur la piste. Merci à tous ceux qui nous ont restés pour notre émission et on se voit la semaine prochaine pour d'autres activités super tripantes.